Bien, bonjour à tous. Voici tout de suite les titres de l'information, puisque nous sommes le mercredi 10 mai, et c'est un jour historique pour certains en France, puisqu'on célèbre là-bas la journée de l'esclavage, encore que le président Macron ne soit pas venu et que certains politiques guadeloupéens ne sont pas du tout contents là-bas, puisque pour eux, si Macron ne vient pas à la commémoration de l'esclavage, ben, c'est une preuve de mépris. Sinon, ben, l'actualité, on va tout de suite commencer par les titres. Réunion hier entre les coureurs et le comité cycliste départemental. Vous savez qu'il y a eu une histoire avant-hier, enfin pendant le week-end. Les coureurs ont refusé de participer à la course du conseil général et ça, ben, ça a fait, comme on dit, une barbe, en barbe même. Et donc, ils se sont retrouvés hier pour essayer de trouver un terrain d'entente. Je crois qu'il y a peut-être, ça va peut-être rouler. Cellule de crise Sargasses, c'était à la préfecture, effectivement, puisque vous savez qu'il y a un banc de Sargasses qui menace tout l'archipel, particulièrement les endroits comme Saint-François, Sainte-Anne, le Cap Pester de Marie-Galante, qui est déjà très impliqué et impacté. Et donc, on essaie de trouver une solution. Il y a une cellule de crise hier, en présence du préfet, Monsieur Lefort. Conférence de presse de Terre de Blues, pas encore disponible, puisque c'était ce matin. La plupart des représentants de Terre de Blues étaient là. Il y avait une conférence pour expliquer un petit peu ce festival qui reprend après 2 années de silence. On en saura peut-être un peu plus ce soir. On en parlera. Et puis la consommation d'alcool chez les seniors, ben, c'est une vraie histoire aussi. On va en parler. Nos invités, ben, on va commencer avec Cécile Sambar. Bonjour. Elle est présidente de l'association, non pas présidente, chargée de communication de l'association Explosion V, pas 5. Bon, plus tard, on va recevoir José Turlepin. Elle est notre chroniqueuse de Merci l'habitude du mercredi. Angela Brown, soprano, et Daniel Os seront aussi nos invités. Et on devra recevoir Christian Gibert pour son ouvrage Namasté, Voyage immobile, livre qui se lit tête en bas et tête en haut, puisque l'autre face c'est Entrefeuillage, une série de photographies, de très belles photographies de la Guadeloupe et de certaines personnalités. Je dis bien certaines, pas toutes, parce qu'il aurait fallu un livre de 400 pages s'il voulait mettre toutes les personnalités de la Guadeloupe. Et puis Jean-Louis Francisque, le maire de Trois-Rivières sur là, puisqu'il y a une course spéciale, le Grand Prix de la banane, qui revient aussi. Il nous expliquera tout à l'heure comment ça va s'organiser. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être avec nous. Et je vous rappelle que demain, vous verrez tout à l'heure l'image, puisque notre réalisateur va nous montrer l'image du débat de demain. Demain, il y aura un débat à partir de 12h30 jusqu'à 14h avec une série de journalistes guadeloupéens sur plusieurs thématiques, plusieurs plateaux. Ça va commencer à 12h30, ça se terminera à 14h. Pourquoi ? Parce que il y a depuis quelques semaines un travail qui est fait sur ce qu'on appelle les assises de la presse guadeloupéenne. Il y a tout un comité qui est en place, un comité de pilotage. Et demain, donc, on va recevoir une série de confrères. Mais il y aura encore une deuxième manifestation, ce sera le 25, mais nous aurons l'occasion demain d'en parler. Alors, je vous l'ai dit, on reçoit la chargée de communication de Explosion V, une association de la commune du Moule, qui a bien sûr une actualité. Tout à fait. On vous écoute. Ben, notre actualité, alors, outre le carnaval, donc on a aussi une actualité culturelle. Oui. Donc on fait beaucoup de prestations culturelles. Donc quand il y a la Saint-Jean, on fait des prestations, etc. Et là, actuellement, le 13 mai, Oui. c'est-à-dire dans quelques jours, on va mettre en scène un spectacle pour valoriser la ville du Moule. Alors, quel type de spectacle vous organisez ? D'une manière générale, cette association Explosion V, quelle est son activité en dehors de cette manifestation particulière ? Alors, notre activité, en fait, elle est, on va dire, multiple. Donc, on a diverses activités, le carnaval, la culture. Mais à part ça, on organise également des déjeuners, des foires, aussi des... comment expliquer des ventes à l'occasion de la fête des mères et autres. Mm-hmm. Donc, du coup, nos activités sont assez diverses. Oui, et ça se passe bien d'une manière générale au Moule pour une association, parce qu'il y a beaucoup d'associations au Moule. Oui, mais ça se passe bien. Donc, on fait l'effort de rester debout. Mais Oui. sinon, en général, ça se passe bien. Il n'y a pas de... Peut-être des petites problématiques, mais on peut gérer.
Vous arrivez à gérer. Oui. Alors, venons un petit peu à cette manifestation qui est prévue dans les jours qui viennent, le 13 exactement. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est que nous avons un spectacle qui mettra en valeur la ville de Le Moule. Et donc, du coup, ça se déroule à la salle Robert Loison à 20h. C'est ouvert à tout public. Un petit peu plus sur ce spectacle, parce que les gens qui vous regardent ont envie de savoir davantage, mais même si ces gens décident de venir, mais comment ça va se présenter exactement? Alors, le spectacle va se présenter sur différentes formes, on va dire. C'est-à-dire que on va montrer le moule en 2 temps. C'est-à-dire En deux temps? Oui. Alors, Premier temps, c'est le moule d'antan. Oui. C'est-à-dire à l'époque de nos grands-parents, etc. Oui. Et le moule d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'évolution d'antan à maintenant, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que le moule est devenu entre-temps, en fait. Et vous allez vous appuyer sur des images anciennes ou des témoignages? Alors, on va s'appuyer principalement sur l'incendie qu'il y a eu en 2020 au niveau du centre-ville, avec à la pharmacie, exactement. Oui. Et du coup, ce sera notre idée phare, donc on va partir de ça pour raconter une histoire au fur et à mesure, pour mettre en mémoire l'histoire, la culture et les souvenirs de la ville de Le Moule, pour savoir le moule est parti d'où et comment il a fait pour être le moule maintenant. En fait. Alors, je ne sais pas, je pose la question. Vous savez l'origine du nom? Alors, l'origine du nom, on va dire que ça vient du mot molle. Molle, oui. Oui, parce qu'au XVIIIe siècle, en fait, le moule était devenu le fief de l'aristocratie coloniale. D'accord. Et à partir de là, il y a eu le développement de la canne. Et du coup, ils ont voulu construire un port, etc. Et c'est par rapport à ça qu'au niveau des diverses installations pour le port, ils ont fortifié l'installation avec un molle de protection. Oui. Et on va dire que emblématiquement, le mot molle a été déformé pour ça puisse former la commune de Le Moule. Le Moule. Bon, voilà. Autre chose, d'ailleurs, il y a des restes quand même de l'ancien Le Moule, si je veux parler comme ça. Oui, on va dire ça comme ça. Oui, parce qu'il y a une partie à l'extérieur, enfin, qu'on sort de la plage, on voit des anciens, des restes de bâtiments. Exactement, de civilisations anciennes. Oui. Donc, ce qui fait tout le charme exactement de la ville. Donc, c'est ce qu'aussi on va mettre en avant lors du spectacle. Alors, ils ont un spectacle? Oui, ça c'est sûr. Ouais, ça pétait, Explosion C. Alors, Explosion V. Alors, ça va être quoi ce spectacle? Un petit peu de carnaval? Alors, ce sera de tout. Donc, on va mélanger le chant, la danse, le théâtre, la musique et bien sûr le carnaval. Le carnaval. Oui. Mais c'est pas la période du carnaval quand même. C'est pas la période, mais on va dire que le carnaval, c'est tout le temps. On va dire c'est tout ça. Le temps. Oui, c'est tout le temps. D'accord. Et donc, ils ont un défilé. Alors, ça commence à quelle heure exactement? Ça commence à 20h. Ah, c'est le soir? Oui, c'est le soir. Oui. Et sur la trajectoire, ce sera tout l'emplacement, le point de départ, ce sera où? Alors, en fait, c'est à la salle Robert Loison. Donc, du coup, toute la mise en scène va se dérouler à Robert Loison. Oui. Il y aura de la danse, j'imagine. Oui, surtout, il y a beaucoup de danse. Et on la musique. Exactement. Oui. Et ça se terminera vers quelle heure? Alors, normalement, ça dure 1h30. Oui. Donc, normalement, aux alentours de 21h30. Ça devrait être terminé. Voilà, après, il y a les remerciements. Donc, on va dire 21h30, 22h. Alors, cette histoire du moule, enfin, cette mémoire du moule, c'est venu comment? C'était pour votre association? Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Alors, en fait, on a voulu faire un projet. Et du coup, le directeur artistique Ludovic Divron, il a eu cette idée de partir sur l'évolution de cette ville pour la valoriser, la mettre en valeur. Et du coup, il a pu donner carte blanche à Raymond Potrin, à Raymond Pater-Thorin, pardon, oui, Madame pour la rédaction du synopsis. Donc, c'est à partir de là, de ce projet, qu'on a voulu mettre en avant le moule. Alors, une dernière chose, je vois que
le palmarès d'Expression V est particulièrement important, hein, Oui, très. depuis quelques années. Oui, depuis le Tout le début. carnaval, comme on dit, vous nettoyez tout. Exactement. Donc, le cap est édifié. Oui. C'est dû à quoi? C'est parce que les membres sont très dynamiques, ou les danseurs et les carnavaliers sont très, très forts, parce qu'il y a quand même votre concurrent, hein, au moule, moule massif, et quand même, ils ne sont pas meilleurs que vous? Non, mais c'est pas la même catégorie, on va dire. Eux, ils sont dans la catégorie masse. Nous, Oui. on est dans la catégorie caisse claire. C'est pas pareil. Ah oui, d'accord, d'accord. Mais, comme on dit, ce sont les groupes du moule. C'est une seule famille. D'accord, c'est une seule famille. Voilà. Bon, alors rendez-vous donc le 13, Oui, 20h, 20h. 20h. Salle Robert Loison. Bon, ben on prend mot. Merci d'être venu Merci nous à parler de vous. cette mémoire moulienne. Puisqu'on a une moulienne qui est ici tous les mercredis, Madame Fazer, vous la connaissez? Non. Ah, vous ne connaissez pas? Non, en fait, je ne suis pas du moule, moi, je suis des adultes. Ah, vous n'êtes pas du moule de plus? Et qu'est-ce qu'on fait là? Alors, expliquez-nous ça. Ben, l'association Explosion Vie, alors, c'était mon frère qui est dedans de base. Donc, du coup, au fil des années, il m'a entraîné dedans. Oui, Donc, du coup, ben, maintenant, on va dire, c'est ma première année en Oui. tant que membre de l'association et je m'y plais bien. Donc, donc vous deviendriez moulienne à la longue. comment? Vous deviendriez une moulienne à la longue. Je pense que oui, parce que je passe tous mes jours là-bas, donc je pense que oui. C'est une ville accueillante de toute manière, Oui, le moule. très Moi, accueillant. personnellement, j'aime bien le moule. Beaucoup de gens comme ça. C'est une ville très dynamique. Oui, beaucoup. Bien. Mais bonjour Moulien. J'ai des origines là-bas. Voilà, l'actualité, eh bien, on y revient avec, je vous l'ai dit, cette réunion entre les coureurs et le comité cycliste, puisque je vous ai dit samedi dernier, le Grand Prix du Conseil général devait démarrer. Il y a eu sur la piste, enfin sur la ligne de départ même, on l'Aubabier, puisque entre M. Théobald et un certain nombre de cyclistes qui disaient qu'ils n'étaient pas contents du tout de ce qu'on leur proposait au niveau des tarifs, au niveau des horaires. Enfin bref, ça ressemblait à une grève. Je ne sais pas si les cyclistes sont à l'UGTG, mais en tout cas, ils ont arrêté et ils ont dit au pas oui. Résultat, une réunion a été convoquée hier au Conseil régional de cyclisme avec les intervenants, bien sûr, le président Théobald qui est un peu contesté, avec d'autres personnalités et dont les membres du Conseil général qui sont aussi venus pour essayer d'apaiser la situation. Résultat des courses, semble-t-il, dimanche prochain, le week-end prochain, la course pourra se faire sans problème. Charles Dagonia était sur place. Un peu tendu au début parce que les coureurs étaient remontés, mais le but c'est de trouver de l'apaisement. Les coureurs se plaignent de certains mots MAUX. Mais comme je dis, le département a fait un effort pour revoir le budget. Et puis les prix vont simplement être réannexés. Ça veut dire qu'on va réduire le nombre de places, augmenter le nombre de prix. On a voulu élargir pour que le maximum de coureurs rentrent dans les prix. Mais comme je dis, c'est des prix, comme vous avez pu voir ce soir, ce sont des prix qui sont définis déjà en amont par la fédération. Donc on ne peut pas faire notre propre loi. Et puis, comme je dis, c'est des coureurs, c'est des leaders du cyclisme, il faut les écouter. Mais il ne faut pas prendre en otage le cyclisme comme ça. Donc, et nous sommes très contents qu'ils aient accepté aussi d'intégrer certaines commissions, que ce soit au niveau de l'homologation, la sécurité, tout ça, aller avec nous en préfecture pour comprendre aussi. Et puis de là, on pourra échanger certains points. Mais en tout cas, les coureurs vont reprendre le chemin de la compétition. On est à 3 mois du tour. Donc, ils peuvent compter sur moi, sur mon équipe, pour être à leur côté. Aujourd'hui, on n'entendait pas moins ça, puisque aujourd'hui, le comité ainsi que le conseil départemental a montré une bonne volonté de nous écouter, de comprendre que le cyclisme a des maux et nous sommes tous satisfaits de cette rencontre puisque aujourd'hui on a eu satisfaction des demandes et des revendications. Donc nous allons nous rencontrer encore la semaine prochaine pour trouver une solution pour les championnats de la Guadeloupe et ainsi l'agencement et le reste de la saison. Vous savez, c'est une réunion pour laquelle tout le monde a été à la hauteur. Hein. Donc c'est une réunion qui était nécessaire, donc on le voit. C'est une réunion aussi qui a permis au comité régional de cyclisme d'aplanir un certain nombre de situations. Il a fallu aussi soulever les difficultés que rencontrent nos coureurs lorsqu'il y a des compétitions le week-end. Donc nous avons pu mettre tout cela à plat. Nous avons pu avancer pour faire en sorte que le cyclisme guadeloupéen puisse repartir après le couac du week-end dernier. Donc des solutions ont été avancées.
Donc les questions ont été posées, des solutions trouvées. Donc c'est à nous maintenant de faire en sorte de continuer ce travail d'échange, de communication pour que les cyclistes guadeloupéens en sortent grandis. Ce week-end, le peloton et l'ensemble des coureurs reprendront la compétition et nous comptons sur la parole qui a été donnée par le département et le président et son équipe. Et puis nous, au niveau des coureurs, nous allons faire au mieux pour donner du beau spectacle. Donc voilà un peu d'apaisement retrouvé dans le cadre de cette grève. On peut appeler ça une grève des cyclistes le week-end dernier. Donc visiblement, les choses commencent à repédaler, puisqu'il y a eu un rétropédalage, on peut dire comme ça. Et peut-être que ce week-end, il y aura moins de problèmes. Et autour de la Guadeloupe, puisque le tour se profile déjà, je rappelle au mois d'août, je crois que c'est le 4 août, le tour va démarrer. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est que les choses s'apaisent et que les Guadeloupéens puissent, une fois de plus, trouver le plaisir à voir leurs cyclistes. 12h52, cellule de crise de Sargasses, puisque je vous l'ai dit, il y a beaucoup de sargasses au large de notre archipel. Des endroits sont impactés directement. On pense beaucoup à la commune de Capesterre, de Marie-Galante, mais pas que. Aussi dans le nord, Grande-Terre, aussi du côté nord-est, du côté de Saint-François-Sainte-Anne, il y a des sargasses et ça devient un vrai problème. Donc, autrefois, il y avait la cellule de crise cyclone, mais maintenant, il y a une cellule de crise sargasse dirigée par le préfet du gouvernement. Interview et reportage d'Olivier Félix. On est sur une situation qui est relativement d'échoive relatif cette semaine, mais avec des prévisions qui sont pas très bonnes. Voilà. Et donc l'objectif, c'est aussi de se préparer à ce qui va se passer. C'est à la fois de faire le point de la situation et puis avec l'aide de Météo France, de pouvoir effectivement faire les prévisions d'échouage pour se préparer et adapter ses moyens de lutte et ses moyens de collecte. Les prévisions pour les prochains jours, ce sont des échouages essentiellement sur Capesterre de Marie-Galante, sur la Désirade, sur la côte est de la Grande Terre, sur le Moule, et ainsi que sur la côte au vent, c'est-à-dire sur Petit-Bourg, Goyave et puis Capesterre-Bellon. Le gypse sargasse, il a été installé. Il a été installé la semaine dernière. Voilà. Et maintenant, opérationnellement, c'est le SMO qu'il faut constituer, c'est-à-dire regrouper dans un seul endroit, dans une seule entité administrative, entité technique, l'ensemble des moyens des communes. Aujourd'hui, chaque commune a ses propres moyens de collecte. Or, il faut pouvoir effectivement, et c'est l'objectif du SMO, du syndicat mixte ouvert, il faut pouvoir mutualiser l'ensemble de ces moyens. Il y a un coût d'entretien, et plutôt que d'éviter que chaque commune ait à charge à la fois l'acquisition et l'entretien et la maintenance du matériel, il faut pouvoir mutualiser les choses. Je sais qu'il y a eu des réflexions, des travaux préalables, mais là on essaye d'avancer sur la mise en place des barrages. On avance de deux façons. D'abord, on est en train de passer, mais ça sous maîtrise d'ouvrage d'État, on est en train de passer des marchés avec des prestataires pour déployer des barrages qui permettent de faire la collecte. Alors c'est des barrages de collecte ou bien des barrages déviants, je ne rentre pas dans la technique, mais de pouvoir avoir des barrages qui permettent effectivement de collecter les sargasses en mer et d'éviter les échouages. Parce que ce qui est compliqué, c'est quand les sargasses, vous savez infiniment, vous le savez comme moi, c'est quand les sargasses échouent sur des zones où la collecte ou la configuration de la côte fait que la collecte est compliquée. Voilà. Donc on est en train de déployer ces marchés, notamment sur la côte au vent et sur Capesterre de Marie-Galante. J'espère, compte tenu effectivement des procédures et du temps nécessaire pour mettre en place ces marchés, que ceux-ci seront opérationnels ou pourront être déployés au cours du mois de juin. À titre expérimental, on va essayer de le poursuivre. On a déployé une première tentative de barrage sur terre de haut, au Saintes, mais qui sont des barrages qui ne sont pas forcément des barrages faits pour la collecte, le ramassage des sargasses, qui sont des barrages Polmar, donc pour la lutte contre la pollution maritime. Voilà. Mais voilà, donc c'est une expérimentation parce que le dispositif n'est pas un dispositif parfaitement adapté à ce type de lutte, mais néanmoins, ça permet quand même d'éviter des échouages massifs. Pour l'instant, on a un manque de place, donc il faut trouver des sites nouveaux. Aujourd'hui, je ne vous le cacherai pas, on n'a pas des solutions de valorisation de ce type de déchets, qui sont des déchets dangereux. Donc les techniques de valorisation existent, mais sont encore à un stade expérimental. Donc là, pour l'instant, il faut pouvoir trouver des sites d'épandage, donc de trouver d'autres sites d'épandage. C'est ce qu'on est en train de faire, notamment avec l'ADEAL, pour pouvoir évacuer ces sargasses. C'est ce qu'on fait sur Capesterre de Marie-Galante. On est en train de financer et d'étudier un nouveau site de collecte. Et vous avez raison, l'urgence, effectivement, c'est de pouvoir déployer ces sites d'épandage de façon plus significative.
Voilà un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le dispositif qui va être mis pour essayer d'amoindrir l'impact des sargasses sur les rivages des îles de Guadeloupe, aussi bien du côté de Marie-Galante, de l'île Sainte et du nord-est de notre archipel. Là, tout de suite, nous prenons la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite des invités et aussi du journal. À tout à l'heure. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News et on va recevoir des personnalités musicales, une soprano, Mrs. Angela Brown, good morning. Good morning, bonjour. And Mr. Marlon Daniel, Host, good morning too. Bonjour. Et lui, il parle français. Et on a même un traducteur et puis on a bien sûr notre ami du mercredi. Bonjour José. Bien bonjour Danick, bien bonjour tout le monde. Quelle nouvelle là-haut? Oh, bien merci. Bien merci. Ouais. Moi, mémoire et un double de piquant. Un double de piquant. She's speaking Creole, our national language. Très bien. Bon, ok. Alors, première question, on va le poser, que c'est la deuxième fois qu'elle vient en Guadeloupe. C'est la deuxième fois, oui. Oui. Comment elle trouve le pays quand elle arrive? How do you feel about the Guadeloupe island? Oh, it's absolutely gorgeous. The food is delicious. The scenery, we have a beautiful view of the ocean. La nourriture est très from where we're bonne, standing. très belle vue de l'océan. C'est vraiment fantastique île. And the people. Et le peuple aussi. Alors, elle a une très belle carrière. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous interpréter ici? Aujourd'hui, Oui, alors là, je ne sais pas, mais je vais lui demander. He asked you what song you can sing today for Canal 10. Well, I'm here to do a master class, but I can sing just a little bit of Summertime, ok. Alors, wonderful. Alors, Monsieur Marlon Daniel. Oui. Oui, alors vous parlez français un peu? Oui. Un peu? Un peu. Oui. Et vous accompagnez madame aussi? Oui. Alors, comment ça va se passer le masterclass? Pour le... Comment ça va? How the masterclass gonna be tonight? The masterclass, super. Nous sommes les talents de Guadeloupe. Mrs. Clara Duflo, with you? Oui, on a bon talent jeune ici. Elle a Clara Di Dufalo et 14 ans. C'est un bon talent. Alors en fait, c'est une jeune chanteuse talentueuse qui a 14 ans et il travaille avec elle. Speak up. Il travaille avec elle, donc elle a 14 ans, donc c'est quelqu'un de très très talentueux qui va pousser et voilà, travailler avec elle. Alors demandez-la à Madame Brown si elle a entendu parler du Chevalier de Saint-Georges. You want to know if you heard about Chevalier de Saint-Georges? Of course. My husband is from Guadeloupe. Yes. I had to know about... Did you see the movies about it? Not yet. Not but- yet? Not yet, You see because it? it came out when we came Tell us here. about. C'est un bon film. Ce n'est pas correct historique, Oui. but c'est un fantastique film pour la diaspora africaine, pour musicians noirs, pour le monde. C'est positif. Because we have so many movies that don't portray us in very good ways.
You know Chevalier Saint-Georges was born in Guadeloupe Oui. and died in France. But he was a very good musician. Yes. Of You know course. that? Oh, yes. I'm the director of the Festival International okay. Music Saint George here in Guadeloupe. The festival has been going since 2011. So he's the director of Festival Festival International. So the music of Saint George. So he know about Saint George. Oui. Il connaît Saint George. Il avait des directeurs nationaux de musique. Donc il a appris beaucoup de choses par rapport à Chevalier de Saint-Georges. D'accord. Madame Brown, une question pour Madame Brown. Aux États-Unis, le chant lyrique est aussi important qu'en France, qu'en Europe, par exemple? You want to know if the classical music has the same power in the United States and Europe. Oh, wow. My personal opinion, oui and no. It depends on who's singing it. Yes. You can. Son opinion personnelle est que c'est oui et non. Oui et non. It depends on who is singing it, and Ça dépend qui le chante. and how exposed the public is. Et quel est le public quelle est l'exposition du public en fin de compte? Quel style de public? Oui. I had a foundation called Morning Brown Elle a une fondation qui s'appelle Morning Brown. that brings culture to cultural deserts or helps to edutain the general public in classical music. En fin de compte, Morning Brown est là pour pouvoir rassembler les différentes cultures, on va pas dire races, mais bon. Alors, est-ce que elle a chanté, avant de faire du chant lyrique, est-ce qu'elle a fait du blues, par exemple? Before singing classical music, did you sing other? Oui. Ah, Beaucoup. I still sing other music. Elle a chanté beaucoup de styles différents et elle continue à chanter des différents styles de musique. And I teach all you genres teach too? Elle est of professeure, music. aussi. Yes, so I've sung gospel, Gospel, musical theater, musical theater, jazz, jazz, spiritual. spirituals, Yeah. Spiritual definitely. too? Yes, Yes. yes, and of course classical music. et à quel moment elle a commencé à chanter le lyrique? When you begin to sing classical music. Oh, I was actually 21 when I started Elle avait 21 ans qu'elle a débuté, to study classical music. étudier la musique classique. But I had been exposed to it all my life. But I never thought that I would sing it. Elle ne savait pas qu'elle pouvait chanter le classique, même si elle a été entourée Oui. de musique classique. Alors, Marlon, Daniel, vous aussi, vous êtes dans la lyrique depuis quand? Vous faites de la chanson lyrique aussi? Depuis quand? Depuis quand? When did you, When did you start to play? Oh, wow. 7 years old. 7 years? I began to play music, but I discovered Joseph Ballon, Chevalier de Saint Georges, when I was in my first year of school in the conservatoire. And I'm one of the foremost exponents and scholars of Saint Georges in the world. So I wanted to be here in Guadeloupe, in the homeland of Saint Georges, to present the festival. And with the help of the region, Cap Excellence, DAC, DRAC, and other organizations here, we were able to have the festival that is being presented here every year, like, you know, the Route de Rome and other festivals. It's one of the island treasures, and it's one of the most diverse classical music festivals and the most prestigious classical music festival in the Caribbean. Okay, resume. So basically, it's a lot to say. He began to in classical music. He was 7 years old, and he started to
il a commencé à jouer de la musique, à apprendre la musique classique à l'âge de 7 ans. Après, il a étudié le Chevalier Saint-Georges. La première année, c'est la université. La première année, c'était l'université. Et what else? Et je voudrais un festival in the birthplace of Saint Ici George. même, oui. Yes. Ça veut dire que l'anniversaire du Chevalier de Saint-Georges, was what years? This is in like 2003. 2003. I've discovered Saint George. À la base, en fait, il a découvert Saint-Georges dans cette année-là, en fait. Alors, dernière question, last question. Comment on explique aux États-Unis que Chevalier Saint-Georges soit aussi bien connu? How in the United States, the Chevalier Saint-Georges Well known. is pas trop connu ou connu? Très connu. Why Chevalier Saint-Georges is so much knowing? Why people know Chevalier Saint-Georges in the United States so much? Well, Better than in France. well, it's about the same in all of the world. Chevalier de Saint George Joseph Bellone has been neglected for many, many years. C'est pareil en fin de compte dans le monde entier. Chevalier Saint-Georges est très connu maintenant. Il faut lui dire not in France. Not in France. So strange because not in Europe but not in French. Not in France. Well, I would say about the same. I think that it should be celebrated more in France, but I think that this is where we have the aspect of hidden racism and things that are not actually put in mainstream, and we would like it to be more so. En fait, Chevalier de Saint-Georges n'est pas très connu en France pour la raison est simple, c'est là que rentre en ligne de compte le racisme. Le racisme à la française. Oui, of course. Bon, alors, this evening, at what time? 6:30. 6:30. 6h30 à la Wawak. One shot? One shot. Okay, see you next. But would And love to welcome. come back. Oui. Encore. Encore. Merci beaucoup. Wait, next time. Okay, thank you for your coming. Thank you. Merci beaucoup. We are speaking with Manjupon, générique. Aujourd'hui, Manjupon nous a dit que nous sommes le 10 mai, et le 10 mai, c'est période mémorielle. Manjupon, bien bonjour. Bien bonjour, Danick, bien bonjour. Tout le monde qui écoutez-nous et qui regardez-nous. Ouais, nous international. Hein. Ah, on savent ça. Vous savez ça. Bon, alors, de qui vient de parler les jeunes là? Les lois somptuaires. Oui, les lois somptuaires. Alors, Pourquoi parler des lois somptuaires Dans les colonies. Aujourd'hui, c'est quand même le 10 mai, une date où on fête les abolitions des esclavages et des traitements mémoriels. Parce que tout le mois de mai, Danick, c'est un mois de résistance. Nous avons dit mois de mai, mois mémoire. oui. Et nous avons fait mémoire mâchée. nous avons fait mémoire mâchée, oui, c'est toute qualité mémoire. Et j'ai voulu présenter ces lois somptuaires pour montrer à quel point le costume est un élément de résistance. Donc, opposer une loi qui interdit et un élément du costume qui vit malgré lui, qu'il vit vaille que vaille, qui vit à travers toutes les transgressions
à la fois du Code noir et législative. Donc aujourd'hui, le costume, il faudrait qu'on puisse l'entendre, pas comme un élément qui va nous habiller, mais comme un élément de la lutte, comme un élément des résistances. Aujourd'hui, on va parler du costume résistance. D'accord. Et donc, c'est de la période esclavagiste à post-esclavagiste. Absolument, absolument. Et pourquoi costume résistance? Parce que la résistance a vu différentes formes. Et souvent, on parle des formes les plus visibles, les plus violentes, comme le marronnage ou autres. Mais les esclaves, les hommes et les femmes qui ont été réduits en esclavage ont résisté en criant. Ils ont résisté en priant. Ils ont résisté en dansant leur corps. Ils ont résisté en créant ce costume et ces coiffes que nous portons. Donc, c'est un acte de résistance. Et aujourd'hui, particulièrement, plus que les autres fois, le costume, il faudrait que pendant tout le mois de mai, qu'on puisse le percevoir, l'entendre et le comprendre comme un élément qui a marqué le début des résistances. Alors, justement, ces lois somptuaires, quelles ont été leurs conséquences pendant cette période esclavagiste? Avant tout, la définition d'une loi somptuaire, c'est une loi qui vous impose votre façon de consommer, votre façon de vous habiller, votre façon de vivre. Donc, tu imagines une loi qui te dit tu dois porter ci et pas ça. Donc, les lois somptuaires dans les colonies étaient surtout à l'endroit des libres de couleur en leur indiquant leur façon de s'habiller, surtout pour ne pas vivre, s'habiller et se comporter de façon qui pourrait les rapprocher de la classe dominante, la classe des esclavagistes et des colons. Donc, une loi qui leur interdisait tout simplement de porter tissu fin, de porter robe cousue et créée, de porter dentelle, de porter chapeau, de porter bijoux. Donc, les femmes, les libres de couleur, les mulâtresses, les noirs de cette époque vivaient ces lois somptuaires comme une nouvelle offense et ont résisté en créant ce costume à travers les âges. Il n'a pas été créé d'une seule pièce, mais chaque résistance apportait quelque chose à ce costume. Ce costume n'est pas d'une année, mais il faut bien comprendre qu'il est la résultante, la conséquence, l'agglomération, l'amalgame de modes qui se sont suivis les unes aux autres, qui se sont agglomérés, qui se sont ajoutés. Et surtout, la volonté farouche de ne pas être nu. Donc, c'était pour eux une nouvelle forme d'existence, d'esclaves arrivés nus pour être aujourd'hui des personnes qui pouvaient s'habiller et qui défiaient les lois somptuaires. Et donc, ces lois somptuaires, je vois, ont été édictées en 1785, c'est ça? 1785. On les trouve aussi dans la littérature sous la forme de loi Tignon. Et loi Tignon, oui. Voilà, on la trouve souvent comme ça. Oui. Et la coiffe que je porte, je l'ai un petit peu trouvée dans l'iconographie. Le costume et les coiffes. On va un petit peu rapidement parler des coiffes. Oui, bien sûr. Oui, parce que les femmes noires, les libres de couleur, avaient interdiction de porter le chapeau et de se couvrir la tête. Et à l'époque, il était inconvenant de sortir tête nue. Donc, la coiffe a été créée à partir d'une indienne pour pouvoir se couvrir la tête et un nouveau pied de nez aux lois somptuaires qui leur interdisait le chapeau. Donc, la coiffe aussi est un élément, un élément de rébellion, est un élément de résistance. Oui. Et surtout, par exemple, la coiffe comme je porte, est une coiffe des révolutionnaires. Oui. Donc, mais les hommes portaient des choses aussi. Absolument, parce qu'il n'était pas convenant de sortir tête nue.
Donc, lorsque tu avais la tête nue, tu n'étais pas quelqu'un de convenable. Donc, les hommes se couvraient aussi la tête. Alors, les réactions face à cette interdiction, puisque, bon, si la loi somptuaire tombe en 1725, ce sont, tu l'as dit, le costume, progressivement, c'est un élément de résistance. Tout à fait. Alors, comment les gens vont, nos ancêtres, à cette époque-là, vont manifester leur résistance? Ben, en créant le costume, oui. Mais parallèlement, tu crées un costume, tu le portes, tu vas en prison, tu es sanctionné. Oui. Parce que quand tu défies une loi, tu es sanctionné. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré ces sanctions, la défiance a perduré. Et il était, les femmes, surtout les femmes, ont transmis à leur descendance cet acte de rébellion qu'est le costume. On transmettait le costume comme un acte de rébellion. On transmettait ce costume comme un acte où il fallait continuer à faire grandir. Donc, en conclusion, j'ai presque envie de dire à toutes les personnes qui regardent cette chronique, le costume, il ne faut pas oublier qu'il est cousu dans les fibres du refus, de l'acceptation des lois discriminatoires. Il est cousu de larmes, de pleurs. Il a été créé à travers cette nouvelle opposition. Et ce costume, il naît au nouvelle mode confluente et influente, j'ai envie de dire. Donc, le costume a évolué au fil des temps, au fil des résistances, oui, oui. Et surtout au fil des régimes. Voilà. Et en face, il résiste plus ou moins au fil des oppositions qui sont en face. Donc, jamais les femmes n'ont accepté leurs conditions de servitude. Donc ça, il faut vraiment le garder en mémoire. Elles n'ont jamais accepté et elles ont, tout au long de ce temps-là, opposé ce refus en créant des manières de détourner ces lois somptuaires. Donc aujourd'hui, oui. Il faut porter ce costume avec fierté. Parce que c'est le résultat de combat. De résistance. De combat. Il est cousu de larmes, oui. Il est cousu de sang. Il ne faut pas l'oublier. J'y écrivais. Alors, j'y écrivais, pas qu'empêcher coq continuer goumer. Tout à fait juste. Voilà. Merci en tout cas pour ce focus sur le costume. C'est la loi somptuaire de 1785 qui empêchait à nos ancêtres femmes de porter même des tissus fins. Femmes et hommes de porter même des tissus fins. Tissus fins, oui. Bijoux, dentelles. Et quand même, ils ont pu résister. Et le costume, finalement, il arrivait au-delà. Voilà. Et tête Marie la papette. Il faudra un jour refaire un petit, on m'a demandé ça, refaire un petit focus sur les têtes marées, parce que j'ai appris qu'il y a plus de 50 manières d'attacher la tête. Alors, j'ai presque envie de dire qu'il y a autant de manières d'attacher la tête que de personnes qui attachent. Le marée-tête vit non expertise, oui. Et il y a des grandes lignes du marée-tête, oui. Mais les déclinaisons sont infinies. Il faudra un jour revenir là-dessus. Je vais revenir dessus, surtout nécessaire. Pendant ce mois de mémoire. Oui, voilà. Merci en tout cas, Mangipon, merci José. Il est 13h23. Deuxième pause pour la prochaine séquence. On va recevoir Christian Gébert et Jean-Luc Francis. C'est tout de suite après. Et puis aussi les informations. À tout à l'heure. Avant de reprendre le cours de notre ZCL, je voulais revenir sur l'émission qui se fera demain, puisqu'on a maintenant le visuel. Alors, je vous rappelle que demain, à partir de 12h30 jusqu'à 14h15, nous aurons une émission spéciale avec des journalistes des Nouvelles Semaines, de Canal 10, de Guadeloupe Première, de RCI, de RHT, de RSA, des Nouvelles Étincelles, et bien sûr de CCN aussi, puisque nous allons consacrer une émission spéciale de 12h30 à 14h15 aux assises de la presse guadeloupéenne. Alors, il faut savoir que cette histoire des assises de la presse guadeloupéenne est née il y a de cela pratiquement presque 6 mois. Christian Céleste, rédacteur en chef, directeur des Nouvelles Étincelles, avait sorti un document
appelant aux assises de la presse. Et depuis lors, les journalistes ont compris le message et on se réunit régulièrement. Nous avons créé un comité de pilotage, un copil avec un certain nombre de confrères et nous réunissons chaque semaine pour pouvoir faire avancer ces assises de la presse. Alors, ces assises de la presse auront lieu probablement au mois de novembre, mais avant, dès demain, nous faisons une première manifestation publique avec cette émission de télévision. Ce ne sera pas la seule manifestation, puisque le 25, à Rimini-Souta, nous aurons une deuxième manifestation, cette fois-ci avec le public. On parlera des questions relatives au journalisme, aux médias dans notre pays, à la liberté de la presse, à ce qu'attendent les Guadeloupéens des médias, puisque nous nous adressons à vous tous les jours dans le ZCL, mais aussi à Guadeloupe Première, à RCI, France 36, Nouvelle Semaine, Nouvelles Étincelles, Combat ouvrier, CCN, enfin bref, le Progrès social, tous ces médias qui sont à votre disposition, certains gratuitement, d'autres moyennant une petite somme. C'est le travail fourni par des journalistes qui sont sur le terrain régulièrement, qui vont chercher l'information et vous l'amener à domicile comme nous le faisons au ZCL depuis déjà pratiquement 8 années. Alors demain, donc rendez-vous, 14h30, soyez avec nous. Ce sera en direct sur RHT, sur Zouk News, sur RSA, sur Canal 10 bien sûr, et sur le Facebook. Et vous pourrez donc suivre un peu ce que diront tous nos confrères qui seront invités et sur les différents plateaux. Mais nous revenons à l'actualité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était la conférence de presse de Terre de Blues. Terre de Blues, vous le savez, c'est un festival musical qui se tient à Marie-Galante depuis 20 ans déjà. C'est la 22e édition, sachant que pendant 2 ans, à cause de la pandémie et autres difficultés, il n'y a pas eu de Terre de Blues. Cette fois-ci, c'est reparti. Et avec des musiciens, des chanteurs, des interprètes de qualité. Conférence de presse suivie ce matin par Charlie Dagonia. On regarde. Le président Célarius a toujours manifesté son intérêt pour ce festival-là, soutenir Marie-Galante. Et d'ailleurs, vous avez vu que lorsque nous avons fait notre séminaire sur le schéma de développement économique en termes d'innovation et d'internalisation, eh bien, en ce qui se concerne la partie industrie culturelle et créative, nous avons fait à Marie-Galante parce que cela concourait vraiment à un truc très important pour nous, qui est de montrer que Marie-Galante répond à cette problématique des industries culturelles et créatives. Très heureuse de pouvoir recommencer ce festival qui en est à sa 21e édition. Donc merci à tous les festivaliers qui ont montré déjà par leur engouement l'attachement à ce festival, qui est quand même le seul festival de Guadeloupe de cette ampleur. Je profite tout d'abord par remercier ceux par qui ça peut se faire, à savoir la région Guadeloupe en premier lieu, le département, tous les partenaires privés, Air France et tous les autres. En tout cas, merci aussi à mes équipes à Marie-Galante, l'Office du tourisme, qui permet que ça se tienne. Le festival n'est pas qu'un festival, j'ai pour habitude de le dire, c'est essentiel pour la survie économique de Marie-Galante et de tous nos acteurs. Être le parrain de son bébé, c'est extraordinaire. Mais il n'y a qu'en Guadeloupe et à Marie-Galante qu'on peut faire ça. Donc, pour la bonne cause, on va montrer qu'on peut faire, même l'impensable devient possible en Guadeloupe. Parce que pas de monde qui paraît à bébé Ayou. Donc, en content. Très content que cet événement revienne. C'est important pour les Antillais, c'est important pour la commune, pour la Guadeloupe, pour les îles, et c'est important pour la résonance culturelle de cet événement. Terre de Blues, on est ravis que Terre de Blues soit de retour en 2023. La thématique du festival, c'est transmission et identité, 2 thèmes qui me sont chers. L'identité, là, nous sommes depuis près de 50 ans en quête d'affirmation identitaire, donc nous devons nous mettre avec la nouvelle génération. Et pour nous, il y en a qui montrent l'autre. À part nous qui montrons l'autre, mais à apprendre tellement vite de la nouvelle génération que c'est super. Et la transmission, ça se fait. Pour moi, ça coule de source. Identité et transmission, ça va ensemble.
Voilà, rendez-vous donc à la fin du mois, la dernière semaine du mois de mai. La consommation d'alcool chez les seniors est-elle exagérée? On sait très bien que quand il y a des fêtes, l'alcool coule à flot dans notre pays. Et donc, c'est un vrai problème. Parce que sur les routes, quelquefois, il y a eu des contrôles cette semaine. Il y a eu encore des conducteurs alcoolisés. Et ça, c'est un véritable problème. Michel de Papété, à la Réunion. Aujourd'hui, nous sommes à l'Observatoire, l'OIH, parce que l'association Coredaf organise en partenariat avec l'OIH chaque année un séminaire, et cette année, séminaire professionnel. Et cette année, nous avons choisi le thème de l'alcool et chez les seniors. L'alcoolisme ou boire, on va dire que boire, c'est un fait social, mais c'est un fait social qui peut avoir une connotation négative avec des répercussions sur la santé des individus et sur la santé publique d'une manière générale. D'où l'intérêt de se pencher sur cette question, mais qui n'est pas une question nouvelle. Et on s'est dit, cette année, pourquoi pas les personnes âgées, parce que ça commence à devenir une problématique pour nous. On a de plus en plus de personnes d'un certain âge qui sont orientées dans notre centre pour les problèmes d'alcool. Mais je crois que je peux choquer. Il n'y a pas, à mon avis, de traitement contre le fait de boire, et de boire plus que de raison. Il y a des mal-être, il y a des blessures qui, des fois, datent de l'enfance pour certaines personnes et qui peuvent conduire justement à ce type de conduite. Il y a aussi la marchandisation de l'alcool, une accessibilité qui est de plus en plus facile, qui fait que le recours à cette manière de partir, à cette manière de s'évader, ma foi, est de plus en plus facile. Depuis le Covid, on a vu une augmentation de notre patientèle avec une problématique d'alcool. Je crois que par-delà de tout cela, c'est l'individu qu'il faut prendre en compte dans sa globalité. Comment rompre l'isolement des personnes âgées, notamment. Comment faire en sorte que des blessures qui sont nées parfois dans l'enfance, disais-je, peuvent se cicatriser et conduire les individus à accepter ou à vivre avec un certain nombre de choses. Je crois que c'est de l'environnement que proviennent les solutions. De l'individu, bien sûr, qui prend la décision de s'arrêter, mais très souvent, c'est une question d'environnement. Si ce séminaire peut faire réduire la consommation d'alcool, ce serait tout ça de gagner. Bien, voilà, c'est la fin du ZCL. Notre invité, Christian Gilbert, qui devait présenter son ouvrage Namasté, recto verso, n'est pas parmi nous. On devait aussi recevoir le maire de Trois-Rivières, M. Francisque, pour parler du Grand Prix de la banane qui aura lieu ce week-end. Pour l'instant, ils ne sont pas là. Voilà, on a reçu Céline Sambar, chargée de communication de l'association Explosion V, José Turlopin, Merci l'habitude, Angela Brown et Marion Daniel, soprano et host, qui seront ce soir à la Wawak pour un masterclass autour du Chevalier de Saint-Georges et de ses interprétations. Et puis on a terminé donc avec un petit coup d'œil sur la conférence de presse, enfin la réunion qui s'est tenue hier entre les coureurs du comité de cyclistes et le comité du Conseil général. Visiblement, la course reprendra ce week-end prochain. La cellule de crise des Saugas est en place. On va essayer de faire au mieux pour que les impacts sur la population soient moins importante que d'habitude. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre le préfet qui a été interviewé. Puis, c'était aujourd'hui la conférence de presse, le lancement de Terre de Blues. Terre de Blues, 21e édition. Ce sera à la fin du mois de mai. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation est assurée par Jordan. On vous donne rendez-vous demain à partir de 12h30, on vous l'a dit, pour cette émission spéciale sur les assises de la presse à partir avec tous les journalistes invités et donc à partir de 12h30 jusqu'à 14h. Ciao, bye bye, à demain à la même heure.